Bonsoir et merci de nous suivre dans ce programme. On va parler aujourd'hui crypto-monnaie, blockchain. On va parler de terminologie parfois un petit peu technique autour de la crypto-monnaie. Notre invité ce soir, Serge Maurice Lobréau. Bonsoir Serge. Bonsoir Laurence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai envie de dire quelque part on ne vous présente plus parce que vous êtes connu déjà, notamment dans le monde financier, dans la fintech et dans la crypto-monnaie. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président de Sapian Group, qui est un groupe qui en réalité rassemble un certain nombre d'entreprises. On va voir avec vous lesquelles, globalement de la crypto-monnaie, mais en fait c'est tout un écosystème. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais un petit peu revenir sur votre itinéraire, savoir un petit peu d'où vous venez et comment vous en êtes arrivé là à créer Sapian Group. Eh bien, merci de poser cette question parce que c'est toujours important de savoir en fait le parcours de chefs d'entreprise en fait pour connaître un peu, savoir d'où ils viennent en fait pour savoir un peu où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils veulent amener les sociétés qu'ils dirigent. Bon, en ce qui me concerne, moi je suis né en Afrique. D'accord. Je suis né au Zaïre. Alors à l'époque ça s'appelait Zaïre. Moi je continue à appeler ça le Zaïre, mais ça s'appelle plus. Non, on est quelques-uns quand même. Je continue à appeler ça le Zaïre parce que ça s'appelait le Congo. Ensuite Mobutu est arrivé, il a rebaptisé Zaïre. Et puis ensuite quand il est parti, quand il est mort, ça a été de nouveau République démocratique du Congo. Donc moi je suis né là-bas. Je suis même né dans une région du sud. Enfin je suis vraiment dans le sud. Je suis dans une région qui s'appelle le Katanga. Alors dans notre région c'est les diamants, moi je me rappelle quand j'étais gamin, à côté de la maison on avait des mines en fait. Voilà, et pour aller chez grand-père... Des mines de diamants. Des mines de diamants. Et pour aller chez grand-père, il fallait rentrer dans le trou parce qu'ils n'avaient pas eu la bonne idée de mettre un pont. Ouais. Donc on descendait dans le trou, on remontait dans le trou et après on repartait pour pouvoir traverser, aller de l'autre côté. Donc c'est les souvenirs que j'ai. Et j'étais très jeune parce que je suis parti à l'âge de 8 ans, j'ai quitté le Congo. Et vous êtes directement, vous êtes arrivé en France. C'est ça, je suis arrivé en France. Mais cette expérience... et j'ai des souvenirs vraiment très très frappants encore quand je me rappelle aujourd'hui de là où on était et l'idéal que je me faisais de l'Europe à l'époque et de la France spécialement et ce que j'ai pu apercevoir le jour où j'ai atterri à Roissy Charles de Gaulle. Il y a vraiment c'est un choc de civilisation pour quelqu'un qui n'avait jamais pris l'avion, etc., etc. Donc, moi, un peu comme nous, quand on vient d'Europe et qu'on débarque en Afrique, sauf que vous étiez petit, donc vous avez été éduqué en France et vous avez étudié ensuite à Londres, en Angleterre. En fait, j'ai fait mes études, dans la région parisienne. J'ai utilisé le système académique français, qui est un des meilleurs systèmes pour moi au monde. Donc j'ai fait un bac général, économique. Ensuite, je me suis engagé dans le droit. J'ai commencé à faire du droit. Et je me suis arrêté parce que cette fibre entrepreneuriale, je l'ai toujours plus ou moins eue. Puisque même quand j'étais à l'école, mon boulot entre guillemets, j'avais 12-13 ans, j'allais faire les marchés. Voilà, je me traînais sur les marchés, je leur demandais est-ce que vous voulez pas un coup de main, etc. Et ensuite, quand j'ai eu 15 ans, au McDo, vous savez, vous pouvez travailler chez McDo à partir de 15-16 ans, vous pouvez travailler. Donc j'ai travaillé à McDo de l'âge de 15 ans jusqu'à, j'ai travaillé 5-6 ans au McDonald's. Et ça m'a pas empêché de continuer à faire mes études, etc. Pour pouvoir être indépendant, c'était vraiment pour moi très très important de pouvoir être indépendant et de ne pas être une charge pour mes parents. Donc j'ai commencé à travailler très très tôt et je n'ai jamais arrêté. Et donc, à un moment, j'ai même cumulé plusieurs emplois. En fait, j'étais au McDo. Le week-end, je travaillais pour un site de nuit, site classé Céveso d'ailleurs, Butagaz, ça s'appelait à l'époque, pour Securitas. Donc, ça me permettait de faire des vacations de 12 heures, le week-end, le samedi et dimanche. Donc ça me permettait en plus de pouvoir m'assumer, puisque je suis parti très tôt du domicile familial, je suis parti à 17 ans, et pouvoir m'assumer tout seul, etc. Donc vraiment, je n'ai jamais arrêté. Et ensuite, après ces expériences-là, je me suis, comme je vous ai dit, j'ai commencé le droit, puis j'ai arrêté. Eh bien, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'avais une autre activité, en plus du McDonald's, en plus de Securitas. Eh bien, je travaillais dans une radio. Je travaillais dans une radio dans Lyon. D'ailleurs, la radio s'appelait
97.2, je crois, oui, c'était ça, la fréquence 97.2. En province, à la voilà, campagne. et c'est ça. Et bon, voilà, et puis on travaillait avec des artistes, hein, voilà, parce que la personne qui dirigeait la radio avait vraiment des très bonnes connexions. Et de maintenant, en fait, on s'est fait tellement de connexions, on a commencé à apprendre à connaître les dirigeants, enfin les managers, etc. Et qui chez Sony est responsable, etc., etc. Et puis on s'est retrouvé avec un portefeuille de contacts. Et en face de nous, on avait des gens qui avaient des boîtes de nuit, des salles de concert, etc., qui cherchaient justement à booker certains artistes. Donc on a commencé à faire ça. Et à un moment, ça marchait tellement bien que j'ai arrêté en fait. J'ai décidé d'arrêter le droit. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Alors on a fait tout. Enfin, donc là, c'était plutôt le monde artistique, le monde de la musique, etc. Qui a peu de choses à voir avec la finance. Exactement, mais j'ai envie de vous dire que j'ai toujours cette fibre un peu artistique, puisque j'aime beaucoup la musique. Alors je lis pas les notes, hein, voilà, mais j'ai une très très bonne oreille et je peux reproduire assez facilement ce que je peux entendre. Donc j'ai toujours eu cette appétence et ce goût de créer, parce que dans la musique vous créez quelque chose. Même quand vous utilisez le sampling, etc., vous créez toujours quelque chose. Donc on a fait ça, et puis on avait ces contacts, on s'est dit comment est-ce qu'on le valorise. Alors là, pour le coup, c'est toujours le côté financier qui reprend le pas. Comment est-ce qu'on valorise ces données-là, enfin ce qu'on a, les informations qu'on a. On a créé une structure qui s'appelait à l'époque Souche Musique, et on a booké comme ça plein d'artistes nationaux. Je les ai tous faits, hein, plus dans le milieu house music et hip-hop, etc. Et on a fait aussi bien sur la scène française que la scène internationale. Donc c'était très bien, c'était très enrichissant, on a beaucoup voyagé, etc. Mais à un moment, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un métier qui est assez dur en termes de cadence. Et à un moment où vous en faites le tour assez rapidement. Surtout quand vous avez d'autres portes de sortie comme moi j'en avais, parce qu'il y a des gens peut-être qui le font qui n'ont aucun autre choix. J'ai décidé tout simplement de retourner sur les bancs de la fac en fait. Donc de reprendre des études, plutôt liées à la finance. C'est ça. J'ai fait des études de gestion. Voilà, de la gestion, donc licence de gestion, contrôle de gestion. Après, j'ai fait de la finance d'entreprise et de finance internationale. Et j'ai fait mon master. Et une fois que j'ai été diplômé, eh bien, j'ai décidé de partir. Parce que c'était compliqué de trouver un emploi en France, ce qui est assez marrant, puisqu'on éduque énormément, enfin extrêmement bien les jeunes en France, faut le savoir. Hein, oui, voilà. On offre de belles formations à la jeunesse. Quand on est à l'intérieur, souvent, eh bien, on critique énormément le système français, etc. Mais quand on en sort, on se rend compte de tous les avantages qu'on a, entre guillemets. Donc, j'ai dit bon bah. Écoutez, c'est-à-dire que vous vous n'êtes pas senti vraiment accepté dans le système français, dans le monde du travail français? Moi, ça m'a jamais gêné. Vous savez, ça m'a vraiment jamais gêné, puisque moi, j'ai toujours essayé de faire mes preuves. Vous voyez, donc vous me fermez la porte, je vais rentrer par la fenêtre. Vous voyez, donc ça a toujours été ça ma philosophie de vie. Donc j'ai envoyé des CV. Alors moi, j'ai un nom très français. Vous voyez, Serge Maurice Lobréau. Donc quand je me présente à l'entretien, on matche pas tout de suite le nom avec la personne qu'on a devant soi. Ça, des fois, donc. Ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de traverser la Manche. Alors, ce qui était bien, c'est que, comme je vous dis, je suis un cumulard, comme on dit en France. Donc, c'est vrai que de l'âge de 15 ans environ, pendant les vacances, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'allais tous les étés travailler en Angleterre. J'allais à Enfield, parce que j'avais de la famille sur Enfield Town, en Angleterre. Et puis je travaillais dans des entrepôts, dans des warehouses. Je déchargeais les camions de nuit de 19h à 5-6 heures du matin. J'étais le seul petit français. Ça m'a beaucoup appris en termes, parce qu'aujourd'hui je suis parfaitement bilingue, etc. en anglais. Et donc, une fois que j'ai été diplômé, j'ai décidé de partir. Puisque je n'arrivais pas à trouver de débouchés en France. Alors qu'on m'avait très très bien formé, et je ne suis pas le seul. Dans ma promotion, on est peut-être 90% à ne pas être en France. Et on échange encore avec certains, et on est partout dans le monde en fait. Et donc je suis arrivé en Angleterre, précisément je suis arrivé à Belfast, parce que j'ai été recruté par Microsoft. Voilà, tout ce qui est gestion de projet, etc., avec la partie finance, etc. Et ensuite, j'ai travaillé pour un hedge fund. Après, j'ai lâché Microsoft, j'ai travaillé pour un hedge fund. Et après cela, j'ai continué, j'ai fait mon chemin dans la banque, dans la haute finance, comme on dit. Et puis, étant en couple, etc., je me suis décidé de revenir un peu plus proche de ma compagne. Et j'ai candidaté pour un poste dans le sud de la France, enfin Monaco exactement, et après dans le réseau
dans la région PACA. Et dans la région du Var, on va dire, Provence, Côte d'Azur. Et puis j'ai fait ça pendant quelques années. Et vous savez, quand vous avez cette fibre entrepreneuriale, à un moment ou à un autre, elle vous rappelle à chaque fois. Vous voyez, vous avez beau, à un moment, vous rentrez dans un poste. Et c'était une discussion très très intéressante que j'avais eue avec mon ancien directeur de secteur. Je crois qu'il est à la retraite maintenant. On s'est assis et il me dit: qu'est-ce qui se passe, Serge? Je dis voilà, je vais partir, je vais démissionner. Alors que je venais d'hériter d'un très très gros portefeuille qui peut-être suscitait certaines jalousies. Hein, voilà. C'est vrai que, je vais le dire, dans la région dans laquelle on est, dans le sud de la France, etc., je pense qu'il n'y avait personne qui avait... Voilà, j'étais la première personne, entre guillemets, diversité, etc. Et donc... ils avaient mis beaucoup d'espoir en moi, on va dire. D'accord, donc vous avez dû les décevoir, voilà. Effectivement. Et avant de partir, ceux qui étaient en très bon terme, avant de partir, me dit, et il n'a jamais compris pourquoi est-ce que je partais. Ça faisait 6 ans que j'étais, ma dernière expérience dans une banque, j'ai passé 6 ans dans cette banque-là, qui s'appelait le Crédit Agricole, on peut le dire. Et quand je suis parti, il n'a pas compris, donc c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui est très expansif, donc je n'ai pas dit pour les raisons pour lesquelles je partais, mais si jamais je partais, c'était parce que j'avais cet appel entrepreneurial qui était revenu, j'avais démarré, j'avais quand même une porte de sortie, vous voyez. C'était déjà la crypto-monnaie, c'était déjà l'envie d'entreprendre dans ce secteur. Peu importe le secteur, c'était l'envie d'entreprendre, c'était l'envie d'utiliser tout ce que j'avais appris, mon network, pour pouvoir générer quelque chose, créer quelque chose. Alors à l'époque, j'avais rencontré aussi le multi-level marketing, et il y avait plein d'autres expériences qui m'ont permis de dire, bon, aujourd'hui, est-ce que mon avenir, je le vois dans la banque dans 5, 10 ans, 15 ans, sachant ce que je savais par rapport au secteur d'activité dans lequel j'étais. J'ai décidé de prendre mon envol et puis de me lancer dans l'inconnu. Alors, c'est pas facile là, comme décision. Non, mais c'était pas complètement l'inconnu, c'était déjà quoi, le début un peu de la crypto-monnaie, c'était le balbutiement, c'était la fintech un peu inconnue, c'est vrai, mais on savait déjà qu'il y avait quelque chose de nouveau et sans doute un secteur dont on pouvait tirer parti et qui allait être en plein développement. Oui, en quelque sorte, mais vous savez, quand vous avez quelque chose de précis et vous avez des enfants, et vous avez un train-train, vous savez à quelle heure vous arrivez au bureau, à quelle heure vous partez, vous avez les loisirs, vous avez plein de choses comme ça, et vous envoyez tout valser pour dire non, je veux me lancer dans quelque chose qui, disons-le, en 2013-2014, voilà, on ne savait pas où est-ce qu'on allait aller avec le secteur d'activité dans lequel on est, qui est le secteur de la finance décentralisée. Donc, il faut répondre aux interrogations de vos proches qui ne comprennent pas le choix. Parce que voilà. Et puis il faut effectivement prendre le risque et aller au charbon pour. Exactement, il faut prendre le risque, il faut y aller, il faut pas avoir peur d'échouer. Des échecs, j'en ai eu. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler. J'ai eu des échecs, mais comme on dit toujours, celui qui n'a jamais essayé, entre guillemets, ne peut pas réussir. Donc, et surtout, les échecs construisent toujours quelque chose de plus positif, à condition d'apprendre de ces échecs, bien évidemment. Mais oui, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Alors justement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très très attirant pour tout le monde. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles. Comment on pourrait résumer ces années d'entrepreneuriat à la tête de Sapiens Group? Il y a des hauts et des bas, mais en même temps, là, vous êtes encore en phase d'expansion. Vous êtes toujours sur cette lancée. Oui. Donc, comme je vous le dis, c'est pas facile puisque on sait jamais ce qui va arriver. On a beau planifier, on a beau avoir une vision à court terme, moyen terme et long terme, et on doit toujours composer. Et des fois, c'est compliqué d'expliquer, même à vos proches, que vous avez planifié telle vacances et tel endroit, et à tel moment, et puis vous devez les annuler parce qu'il y a ça qui survient. Donc vous êtes toujours vous pouvez essayer d'anticiper. Vous pouvez essayer de planifier. Mais quand on est dans le secteur dans lequel on est toujours en réaction. Par rapport au calendrier que vous êtes fixé, par rapport au calendrier que l'entreprise s'est fixé, vous en êtes où justement? Pas trop de retard? C'est pas toujours évident de tenir les délais. Non, je dirais plus qu'on est même en avance, puisque selon notre roadmap, on était plus vers un déploiement 100% de la solution, en tout cas toutes les versions bêta. Parce qu'on a fait les versions alpha ces dernières années, la version bêta et puis les versions delta, etc. 2021. Donc on va dire qu'on est en avance. On est en avance sur beaucoup de choses, même si des fois on a au sein de notre communauté des gens qui voudraient qu'on aille beaucoup plus vite, etc. Mais c'est à nous, via nos groupes et nos réseaux sociaux, de leur dire, de leur renvoyer à notre livre blanc, 70 et quelques pages, où on explique ce qu'on veut faire.
voilà, et où est-ce qu'on veut aller. Et donc voilà, une fois, on a une communauté d'environ 50 000 personnes, entre tous les comptes qu'on a, etc. C'est 50 000 personnes qui ont au total investi environ 72 millions de dollars. En fait, ça correspond à, on va dire qu'on a, vous savez, c'est que dans tous les, vous avez la fameuse loi de Pareto, où 20% des gens génèrent, enfin, et c'est exactement la même chose. Dans notre cas, on a plus de 90% des fonds qui ont été levés par environ 10 personnes, et puis 10% qui ont été levés par les 45-48 000 personnes autres qui ont participé à notre levée de fonds, beaucoup de petits, mais c'est ce que nous on voulait. On n'a pas fixé de minimum pour pouvoir avoir énormément, parce que nous on cherchait à avoir un utility coin et des utilisateurs, donc on n'a pas placé une barrière d'entrée à 1000, 2000, 3000 ou 10 000 ou 15 000. Alors on a des gens qui sont rentrés à 100 €, on a des gens qui sont rentrés avec des revenus à 7 chiffres, donc avec des nombres à 6. Donc il y en a qui sont impatients que les choses commencent, que le coin prenne de la valeur, parce que c'est quand même un peu le but du jeu, même si on ne parle pas véritablement de spéculation, mais quand même, on est là, les personnes qui ont investi sont là pour générer de l'argent et du profit, non ? Oui, elles sont là pour générer du profit, mais comme comme on le répète souvent, que ce soit moi, que ce soit Mrou, que ce soit les membres de notre équipe, de la core team, on essaie de faire de l'éducation. Voilà, on essaie de faire de l'éducation. Si c'est juste pour faire des coups, et puis prendre de l'argent et puis partir, etc., alors qu'on essaie de mettre en place un système stable et périn, il y a plus de 7800, 7900 autres coins qui sont là pour ça. Vous rentrez, vous sortez, voilà, ça existe. Voilà. Nous, on n'est pas dans ce credo-là, on essaie d'être une société toujours dans notre marché de niche, et on leur dit qu'à moyen court terme, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des coins qui sont assets avec un actif tangible derrière, à moyen court terme, parce que ce qui manque aujourd'hui à notre écosystème, ce sont des coins qui sont utilisés pour quelque chose, qui ont un but. Vous l'avez très bien dit en posant votre question, c'est pas que du trading, c'est pas que de la spéculation. On a un corps d'ambassadeurs chez nous. On a un groupe où on n'a que des ambassadeurs. On a des gens qui promènent ce qu'on fait, etc., qui ont très très bien compris cela et qui veulent justement nous aider à pouvoir accomplir ce qu'on essaie de faire, hein, tout simplement avoir un coin stable mais qui évolue et qui permet une utilisation journalière pour acheter des biens et des services. Oui, c'est ce que vous appelez, c'est le concept de l'utility coin. Exactement. Et qui passe notamment par une carte de crédit qui pourra être utilisée dans la plupart des commerces, puisque vous aurez un accord avec Visa, Mastercard ou avec... En fait, moi, j'aime pas l'appeler carte de débit, enfin carte de crédit. Si jamais ça devait être une carte, ce serait plutôt une carte de débit. D'accord. Et en plus, c'est pas vraiment une carte. Moi, j'appelle ça une smart card. D'accord. Oui, parce qu'elle est... Voilà. Il y a des gens qui vont l'acheter. Par exemple, là, on pour parler avec un ou deux pays africains, dont un qui est très très avancé. Ils vont s'en servir comme permis de conduire, par exemple. Notre carte, vous voyez, comme permis de conduire. Donc, elle apparaîtra à l'écran, quand elle apparaîtra, je dirai à l'audience. Ils vont s'en servir comme permis de conduire, carte d'identité, badge, parce que c'est biométrique, enfin c'est très sécurisé. Il y en a d'autres qui vont l'utiliser pour juste la fonctionnalité, parce qu'elle est le EMV Certified, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser sur le réseau Visa, Mastercard, UnionPay, etc., Diner, enfin vous pouvez l'utiliser à peu près partout. Et il y en a d'autres qui vont l'acheter juste pour sa fonctionnalité de Ledger. Voilà. Et donc voilà, Ledger c'est un endroit où vous faites du cold storage, où vous stockez vos crypto-monnaies dans un endroit sécurisé. Voilà. Alors le problème de la sécurisation, c'est quand même une thématique super importante parce que sur toutes les données, tous ces coffres-forts, toutes ces monnaies, ces crypto-monnaies qui appartiennent à des personnes, il faut quand même être sûr qu'elles soient sécurisées, que personne ne puisse servir dans le portefeuille des autres. Ça, ce sont des thématiques aussi sur lesquelles vous travaillez énormément. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu aller avec un device physique. Parce que de plus en plus de personnes préfèrent avoir parce que en fait c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'éducation. C'est très important de le rappeler aux gens qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous avez de l'argent à la banque, c'est la banque et l'entité qui gère votre argent. Quand vous avez un cold storage et des coins dessus, la banque c'est vous. D'accord? Donc si vous n'êtes pas
au fait de tout ce qui est sécurité, etc., et que vous sauvegardez pas votre mot de passe par exemple, ou votre passphrase qui vous permet de pouvoir accéder ou récupérer les données si jamais vous avez perdu votre carte, etc., ça va être compliqué. Personne ne peut vous aider. Voilà, personne ne peut vous aider. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans l'éducation, c'est-à-dire essayer vraiment de leur expliquer le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, pourquoi c'est important, d'accord, et aussi qu'on les responsabilise là-dessus. C'est vraiment important, il faut qu'ils soient responsabilisés là-dessus et qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ce qu'on leur, entre guillemets, on s'en fout. Excusez-moi, pardonnez-moi du mot, de leur argent, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils utilisent notre système. Et ce système-là, il est là pour leur donner un peu de pouvoir et un peu leur... parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez envoyer de l'argent à la banque, voilà, il faut vous connecter sur l'application, il faut, si jamais vous avez un plafond, etc., vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, à part si vous avez des comptes bien spécifiques, vous pouvez envoyer des sommes pas possibles par jour. Mais pour l'utilisateur lambda, c'est quand même la croix et la bannière. Des fois, même quand il a besoin d'aller retirer des liquidités à la banque, c'est quand même compliqué de le faire. Là, c'est voilà, il n'y a aucune restriction. C'est vraiment, voilà, vous faites à peu près ce que vous voulez avec votre device. Et puis derrière, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, eh bien, effectivement, c'est pour vous. Donc c'est pour ça que avant d'acquérir un outil, que ce soit n'importe quel ledger, n'importe quel outil qui permet de pouvoir faire du cold storage, eh ben, c'est toujours bien de regarder et de se renseigner, de bien regarder, que vous avez bien compris ce qui se passe, parce que des histoires de personnes qui vont faire les poubelles et qui vont retourner à leur ancienne maison et qui tannent le concierge de savoir si jamais ils n'ont pas retrouvé un ordinateur avec une clé de chiffrement Bitcoin dessus parce qu'ils ont laissé 1000 Bitcoins dessus il y a 8 ans, 5 ans, 6 ans. Hein, ça existe ces histoires. Ça existe, c'est triste et ça existe, exactement. Donc c'est faire de l'éducation cette partie-là aussi et que les gens sachent que voilà, là, il faut qu'ils prennent, on les responsabilise en fait, on les responsabilise vraiment. Un mot Serge Maurice Lebréau sur le Flash Exchange, en fait ça va être le market virtuel pour pouvoir échanger tout ça. Vous voyez ça un peu comme la bourse, voilà, vous voyez ça un peu comme la bourse, c'est une place qui permet aux gens de pouvoir acheter avec leur euro des coins. Alors il y aura l'autre, il y aura du Bitcoin, du Litecoin, d'Ethereum et d'autres coins mais qui amènent quelque chose. Pour le reste, on laisse ça aux autres exchanges. Il y a des milliers d'exchanges sur le marché. Elles n'ont pas besoin de nous. Nous, on ne part pas en guerre contre ces exchanges-là. Bien au contraire, on se spécialise dans un marché bien spécifique. Donc, en plus de nôtre, on aura d'autres coins. On a beaucoup de partenaires qui vont trader sur notre exchange, qui vont mettre leur exchange à disposition de leur communauté parce qu'on va leur amener cette liquidité. Ce qui est important dans un exchange, c'est la liquidité. Alors, il y a de la liquidité, réelle, et ce qu'on appelle de la fausse liquidité. Oui, ce qui est artificiel, provoqué. Oui, voilà, et je vais vous le dire aujourd'hui entre nous hein, et l'audience, voilà, 80-90% des transactions sur le volume d'exchange, ce sont des robots qui les font, voilà, qui vendent, qui rachètent, et vous faites ce qu'on appelle du market value management. À chaque exchange arrive avec cette fonctionnalité-là. Si on avait voulu, nous, on l'aurait lancé il y a plusieurs mois de cela, ou il y a un an. Ces robots sont des algorithmes, enfin tout ça c'est quand même, c'est pas que des petits robots, c'est aussi voulu, programmé derrière par des responsables de société ou par des personnes physiques, je veux dire. C'est des personnes physiques, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une représentation réelle de la situation. D'accord. Quand vous arrivez sur un exchange et qu'il y a 1 million de transactions par jour, 2 millions, 10 millions de transactions par jour, et que sur ces 10 millions de transactions par jour, il y a 80-70% qui sont... C'est de l'argent de leur propre société qui génère des transactions pour pouvoir créer du volume et c'est pas réel. Vous voyez, c'est pas réel. Donc nous, on a pris le parti de faire croître au maximum notre communauté, d'accord,
avant de pouvoir lâcher notre Flash Exchanger. Alors après, il n'y a pas que cette volonté-là, il y a le développement, ça prend du temps, quelle technologie utiliser, quel marché de niche sur quel marché de niche se focaliser, etc., etc. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure des technologies, des nouveautés qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait pour permettre aux gens, par exemple, on parlait la dernière fois du yield farming et tout ce qui est finances décentralisées, qu'est-ce qu'on fait comme outil supplémentaire pour justement permettre à nos clients, tout en étant sur notre exchange, de pouvoir profiter de tous ces outils-là. Et nous, on a bien fait de prendre notre temps, puisqu'on a inclus dans notre exchange qui va être, la version bêta va être relâchée la fin de l'année, voilà. Et puis la version Delta, ce sera le premier trimestre de l'année prochaine, en 2021. Mais on a décidé, par exemple, dans notre module, déjà la technologie qu'on utilise, c'est un seul code en fait qui va pouvoir être déployé sur l'iOS, Android, le desktop. En fait, un seul code pour tous ces devices. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans notre exchange, les gens vont pouvoir passer des ordres dans d'autres exchanges. C'est-à-dire que vous êtes dans le Flash Exchanger, vous pouvez passer des ordres sans sortir de notre exchange, sur Binance, sur Coinbase, etc. pour les gens qui veulent amener un peu plus de volatilité, on va dire, dans leur portefeuille. Vous voyez ? Mais vous, la volatilité, justement, c'est ce que vous essayez d'éviter. Vous parlez toujours d'un coin stable et vous allez tout faire visiblement pour empêcher qu'il y ait trop de spéculation, de haut et de bas. Mon professeur d'économie me disait toujours, c'est la croissance, c'est bien. Mais trop de croissance, c'est pas bon. Surtout pour une start-up ou une jeune société, vous n'avez pas le temps de vous organiser comme vous voulez, etc. Donc nous, l'idée, c'est pas qu'on va tout faire pour freiner l'accélération, etc. Mais en fait, c'est pas tant la croissance, c'est la vélocité de cette croissance. C'est ça, c'est la rapidité. Vous voulez contrôler ce développement pour que... On n'arrivera pas à la contrôler. Le modèle qu'on a fait, tout ce qu'on aura un impact marginal, mais cet impact va permettre de pouvoir avoir, on va diminuer la variance. Voilà. Et ça, c'est important pour pouvoir avoir un utility coin. Entre le moment où j'accepte ton coin et le moment où je le vends, ou le moment où tu le reçois plutôt, si jamais je veux acheter un bien et qu'entre le moment où j'achète et je le vends, il a perdu de la valeur ou il en a gagné, c'est pas très... c'est une des raisons pour laquelle il n'est pas utilisé pour ce genre de choses. Vous voyez ? Alors oui, il y a des mécanismes de garantie, etc., mais c'est quand même des mécanismes assez complexes. Donc nous, notre idée, c'est croître, oui, mais de manière raisonnable et en continu. Vous voyez ? On prend l'exemple de Bitcoin, et il y a encore un jour on était à 16 900 et ce soir, je regardais tout à l'heure, avant de démarrer, on était à 19 700 et quelques, je crois. Vous voyez, c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Ça veut dire que c'est pas le moment d'acheter là, pour le coup. C'est un petit peu haut pour cette monnaie-là. Chacun fait ce qu'il veut, hein, vous savez. Donnez-nous un petit conseil au passage. Chacun fait ce qu'il veut. Mais vous avez des signaux en règle générale qui sont donnés. Combien de pourcentage il faut vendre, combien de pourcentage il faut acheter. Ce sont des outils qu'on donnera à notre communauté via notre application. Et on leur donnera des signaux s'il faut acheter ou vendre, etc., selon ce qu'on pourra avoir sur le marché. Mais bien malin est celui qui peut prédire où va ce marché, comment est-ce qu'il va atterrir, etc., Et c'est pour ça que je suis content que certaines banques et certains pays rentrent là-dedans maintenant. De plus en plus, je parle de la Chine, bon, on va pas dire que c'est pas une exemplarité en termes de démocratie, etc., on le sait tous, mais on a d'autres pays qui y viennent petit à petit, et c'est bien parce qu'avant... la dernière fois, je vous disais, c'était Far West, elles vont un peu, pas faire le gendarme, mais elles vont permettre un assainissement. Un assainissement. Nous, par exemple, dans le groupe est beaucoup plus âgé, mais on va dire que Flash Group, ça a 5 ans. D'accord ? Depuis 5 ans, et même, disons, allez, on a fait notre levée de fonds en 2017, on a commencé en 2017. Toutes les compagnies, la dernière fois, on s'amusait avec l'équipe de regarder toutes les compagnies, toutes les conventions, etc., qu'on a faites. Toutes les compagnies qui sont encore debout aujourd'hui. 97% ne sont plus là. Ah oui, ça va vite. Ah oui, 97% ne sont plus là. Donc, c'est pour ça que, quand même, des fois, même si notre communauté, certaines personnes de notre communauté, c'est quand qu'on peut commencer à trader, etc., elles le comprennent quand même que voilà, on est là pour bâtir quelque chose de solide et les fondations doivent être solides et que l'agenda, en tant que moi, en tant que chef d'entreprise, et l'agenda on doit essayer de contenter
nos clients, mais pas au détriment de la philosophie, pas au détriment de ce que la compagnie veut accomplir, parce que la compagnie, elle est là depuis 5 ans, et puis elle compte être là dans les 5 ans qui viennent, vous voyez. Donc on aurait pu faire comme beaucoup d'exchanges, on utilise notre liquidité pour créer de la liquidité artificielle. Vous arrivez sur Flash Exchange, oh là là, il y a 5 millions, 10 millions de transactions par jour, c'est très liquide, etc. Alors que c'est le robot qui génère ça. Donc vous voyez, nous on voulait vraiment déployer tout notre écosystème qu'on aura finalisé, on devait le finaliser normalement fin 2021. Vous voyez, on est fin 2020, on est à 97-98% de la solution prête. Vous voyez, donc c'est plutôt positif. Et maintenant, avec le dernier étage, la dernière fois on parlait d'Oloron, on a de plus en plus de monde qui arrive. Alors Oloron, rappelez... Oui, c'est une marketplace, en multi-level marketing, qui permet aux gens de pouvoir acheter des masternodes et qui permet aussi aux gens de pouvoir acheter des produits physiques biotechnologiques. Donc c'est vraiment prendre soin de sa santé financière et de sa santé tout court. Et on essaie de les initier, de leur apprendre ce que c'est que parce que nous on faisait du yield farming même avant que ça arrive, on va dire avant que ces termes barbares arrivent un peu. Donc c'est vraiment apporter vraiment le meilleur des deux mondes, voilà. Et comme on a un pied dans la biotechnologie et un pied dans la finance décentralisée, eh bien cette marketplace a proposé ces deux produits-là aujourd'hui. C'est plus de 17 produits sur la partie bio-cosmétique et sur la partie wealth, dans le masternode, staking, une node avec l'application téléphone qu'on a sortie est disponible sur l'App Store. Ça permet aux gens de pouvoir gagner de l'argent de manière passive aussi. Et sur l'autre volet, ça permet aux gens de pouvoir acheter et vendre des produits. On proposera bientôt des services et beaucoup d'autres produits aussi. Et la vélocité du coin sera le point central quand on aura des marchands qui veulent utiliser notre coin, qui veulent que leur service soit payé avec notre coin. Yes. Si vous avez un coin qui fait ce que beaucoup de coins, la majorité des coins font aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de mal à être mainstream, à avoir des marchands et des sociétés qui acceptent ce moyen de paiement. Vous voyez, elles pourront l'accepter, mais il faudra mettre... c'est compliqué, quoi. Voilà, vous recevez l'argent, il faut le mettre sur un stablecoin pour pas perdre. Enfin, voilà, amener cette pérennité qui permet de pouvoir essayer. Je dis bien essayer. Je ne dis pas qu'on va y arriver, mais on va toujours essayer de rattraper le prix du marché qui va être fait sur notre exchange et 2 autres partenaires externes qu'on a pris, d'accord, et le prix core, ce qu'on appelle la valeur intrinsèque de notre coin. Donc toujours essayer de rattraper ça pour réduire la variance et pouvoir permettre d'avoir un coin qu'on peut utiliser au jour le jour. 2 dernières questions, Serge Maurice Lebréau. Un mot sur la pandémie et la crypto-monnaie. Est-ce qu'il y a une relation? Je veux parler du market cap de la crypto-monnaie il y a 1 an, et aujourd'hui on se rend compte qu'on a gagné. Que la valorisation, il y a plusieurs milliards qui ont été rajoutés. On peut le lier à la pandémie, on peut penser qu'il y a un lien de cause à effet. En fait, il y a plein de liens. Il y a énormément, il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens et il n'y en a pas du tout. Le problème, c'est que... C'est-à-dire que c'est difficile de savoir. Mais bon. On joue au devin là-dedans et c'est vrai que, par exemple, prenez les élections américaines, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais tout le monde pensait, ceux qui ne sont pas dans le milieu, que l'élection de Biden, où certains Américains disent qu'il est gauche, enfin ils parlent de socialiste, etc. Communiste même, allons jusqu'à le communisme, que le Nasdaq allait baisser, que la bourse allait s'effondrer, etc. Les bourses ont bien réagi, au contraire. Au contraire, ils ont atteint des hauts historiques. Le Nasdaq a atteint, je crois, 30 000 points. Enfin, c'est juste que les marchés, eux, ils ont déjà pricé tout ça. Ils ont déjà, enfin, là, je parle vraiment de la finance centralisée. En ce qui concerne la finance décentralisée, tout ce qui est blockchain, etc., le coin, on va dire que, et je parle même dans mon cas personnel, gérer une entreprise pendant une crise comme celle-ci, parce qu'on ne peut plus voyager comme on veut. Nous, on a la chance d'avoir des bureaux à Londres, donc quand je vais à Londres, eh bien, parce qu'on a compagnie, c'est plus facile, etc. Mais sinon, vous essayez de limiter vos déplacements. Donc on a redécouvert comme ça ce qu'on faisait déjà nous, parce qu'on est sur plusieurs continents, les webconférences, etc., les réunions avec Zoom. D'ailleurs, vous regardez la cotation de Zoom. Voilà. Je veux parler du TBC, etc. Et beaucoup de sociétés, je ne suis pas la seule, enfin on n'est pas les seuls à avoir constaté cela, on trouve que les gens sont beaucoup plus productifs
même si jamais ils doivent travailler que 4 heures dans la journée, ils sont beaucoup plus productifs que quand ils devaient travailler et venir au bureau 9h à 8h. En tout cas, il y a des gains de temps, tout le temps qu'on perdait dans les voyages et les hôtels, etc. Donc il y a des gains de temps et d'argent. Et donc du coup, par exemple, nous on avait des postes là qu'on voulait mettre en interne, on voulait engager plus de développeurs front-end, back-end, etc., etc. Et on a travaillé à distance avec certains. Et finalement, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on va les faire venir dans tel pays? Pourquoi est-ce qu'on va les mettre à Londres? Pourquoi est-ce qu'on va les envoyer? Alors qu'ils sont très bien là où ils sont. Ils fournissent ce travail en temps, en heure. On arrive à manager ça correctement avec des bons outils de planification. Ils savent quand est-ce qu'ils doivent rendre ce qu'on leur demande. On peut avoir un suivi en temps réel, etc. C'est que du win-win, quoi. C'est une win-win situation. C'est vrai qu'il y a quand même des aspects très positifs. Il nous reste 30 secondes. Un mot sur votre définition de la réussite. Ma définition de la réussite, c'est alors très très court ou en 30 secondes. En 30 secondes. Eh bien, la réussite, c'est quelque chose qu'on n'atteint pas seul. Voilà. Donc vous parlez de votre équipe. Je parle de mon équipe historique qui est là depuis plusieurs années. Il y a des gens dans mon équipe, je les connais depuis 25 ans. Quand on veut trop s'élargir trop rapidement, parfois vous faites rentrer des gens dans votre cercle qui n'ont pas les mêmes finalités que vous, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas le même agenda que vous, et qui rentrent dans la société et qui vous approchent pour les mauvaises raisons. Donc la réussite, pour moi, la définition de la réussite, c'est qu'elle dépend énormément des gens qui vous entourent, de votre cercle le plus proche. Voilà, c'est ça, moi, la définition de la réussite. Voilà. C'est aussi une jolie définition. La réussite, c'est tout ce qu'on souhaite encore et encore plus à votre entreprise, Serge Maurice Lobréau. Merci. Je rappelle qu'on peut avoir des informations, accès à toutes ces informations données sur les différents et puis Flashmoney, Sapien Group et sur les réseaux sociaux, donc Twitter, YouTube, Facebook, etc. et la page principale du groupe. Merci et bonne soirée. Merci à vous.